Veillée étrangère. Wei avait 26 ans, une santé de paysan et pas une once de méfiance dans le corps. Ce matin-là, un matin d'automne, la brume encore collée aux collines de Guangdong, il traversait le marché depuis l'aube, cherchant de la farine de riz et du gingembre pour sa mère. Les voix des vendeurs se fondaient dans le brouhaha familier. Des volailles, des épices, des herbes séchées suspendues en bouquets. La vie ordinaire d'un village ordinaire. Il ne vit pas immédiatement Mei. C'est son odeur qui le frappa d'abord. Une odeur de bouillon épicé, de poivre et d'autres choses, quelque chose de plus sombre qu'il n'aurait pu nommer. Il se retourna. La femme était assise derrière une table basse, devant une marmite de terre noire qui fumait doucement. Elle avait la trentaine, des yeux étranges, trop immobiles pour être naturels, et elle le regardait comme si elle l'attendait depuis longtemps. Une soupe pour chasser le froid. Pour toi, c'est gratuit. Wei fronça les sourcils. On ne donnait rien gratuitement au marché. Pourquoi? Parce que tu as l'air d'avoir froid, dit-elle simplement. Il aurait dû partir. Il le sut plus tard. Il le sut chaque nuit, couché dans le noir, à se demander pourquoi ses jambes l'avaient porté vers elle plutôt que loin d'elle. Il but la soupe. Elle avait un goût qu'il ne reconnut pas. Chaud d'abord, puis amer, puis doux. Étrangement doux. Les premiers jours, Wei ne remarqua rien d'anormal. Une légère fatigue peut-être, un sommeil plus profond que d'habitude, des rêves qu'il ne parvenait pas à retenir au réveil, seulement une sensation de chaleur, de lien, d'une voix féminine qui murmurait son prénom. C'est son ami Chen qui le vit changer le premier. « Tu n'as pas mangé, dit Chen un soir, regardant le bol de riz intact de Wei. Depuis combien de jours? Wei haussa les épaules. Il n'avait pas faim. Il n'avait pas faim depuis il ne savait plus depuis quand. Mais chaque matin, ses pieds le portaient vers le marché, vers la marmite noire, vers Mei. Elle me parle, dit Wei, comme si cela expliquait tout. Elle te parle, répéta Chen lentement. Et tu lui as donné quoi? Une hésita. De l'argent? Des cadeaux au couteau de jade la semaine dernière? Chen se leva. Il connaissait les histoires. Tout le monde dans le Guangdong connaissait les histoires. On les murmurait, on n'aimait pas les prononcer à voix haute. Des femmes seules, des marmites qui fumaient, des hommes qui maigrissaient puis disparaissaient. Demain matin, dit-il, tu ne vas pas au marché. Wei hoqua la tête. Il mentait. Ils le savaient tous les deux. Cette nuit-là, quelque chose rampa sur le sol de sa chambre. Il l'entendit. Un bruit léger, un frôlement, le glissement d'une chose sans jambes. Il n'alluma pas la lampe. Il ne voulait pas voir. Le lendemain, il était au marché avant l'aube. Le gu, que l'on écrit en caractères anciens, est l'une des pratiques de magie noire les plus redoutées de la Chine du Sud. Ses origines remontent au royaume de Nanyue, un état méridional qui existait 2 siècles avant notre ère, dans les terres qui correspondent aujourd'hui au Guangdong, au Guangxi et au nord du Vietnam. Les textes anciens y font déjà allusion. Le gu n'est pas une légende récente, c'est une peur millénaire. Le principe du gu repose sur une violence fondamentale, la concentration. On enferme dans un récipient scellé plusieurs créatures venimeuses, des 1000 pattes, des scorpions, des serpents, parfois des crapauds. On les laisse se dévorer mutuellement dans l'obscurité. Le dernier survivant, affamé, chargé de tous les venins absorbés, nourri de la mort de ses congénères, est lui-même dévoré par des larves. La larve finale, gorgée de ce poison composite, devient le gu. Ce n'est pas seulement un poison physique, c'est un outil de domination. Les textes décrivent des utilisations variées. Forcer quelqu'un à aimer, créer une maladie lente et inexpliquée, causer la mort à distance. L'esprit du gu, car on lui attribue une âme propre, peut se déplacer sous d'autres formes. Un ver, un serpent, un chien errant, une fumée sombre à la surface d'un bol de bouillon. Les dynasties chinoises tentèrent d'éradiquer la pratique. Durant la période Tang, au 7e et 8e siècle de notre ère, les lois prévoyaient la décapitation pour quiconque préparait du gu. Des familles entières furent exilées, des villages entiers mis en quarantaine. Malgré tout, les cas continuaient d'être rapportés, siècle après siècle. On dit que la première femme à maîtriser l'art du gu s'appelait Huang Ru. Elle vivait seule dans les collines, à une demi-journée de marche de tout village. Elle était herboriste.
ou du moins c'est ce qu'elle disait être. Elle connaissait les plantes qui guérissaient la fièvre, les racines qui calmaient la douleur. Les gens venaient la voir quand les médecins de la ville avaient échoué. Un jour, un marchand passa dans ces collines. Il était riche, méprisant envers les femmes seules, et il lui vola la moitié de ses herbes sans même daigner la regarder en face. Wangru ne dit rien. Elle regarda le marchand s'éloigner. Cette nuit-là, un serpent entra dans sa maison. Elle ne le chassa pas. Elle lui parla. Personne ne sait ce qu'elle lui dit. Mais le lendemain matin, elle commença à rassembler des créatures. Un scorpion sous une pierre, un mille-pattes dans la fente d'un mur, un serpent dans les herbes hautes. Elle les glissa dans un pot de grès, scella le couvercle avec de la cire rouge et attendit. Elle attendit 7 nuits. À la 7e nuit, le pot ne bougeait plus. Elle l'ouvrit. Il n'en restait qu'une larve, petite, translucide, presque belle, si l'on oubliait ce qu'elle contenait. Wangru broya la larve dans de la pâte de riz. Le marchand, dit-on, revint vers elle 10 jours plus tard. Il marchait mal. Il avait les yeux d'un homme qui n'a pas dormi depuis une semaine. Il posa tous ses biens à ses pieds, ses soieries, ses pièces d'argent, le jade de sa ceinture, sans qu'elle ait dit un mot. « Qu'est-ce qui me fait ça ?» murmura-t-il. « Toi, dit-elle. » Elle aurait pu lever le sort. Elle ne le fit pas. Le marchand disparut 2 semaines plus tard. Nul ne chercha vraiment. Dans les villages des collines, les femmes seules commencèrent à être regardées différemment. Pas toutes, juste celles qui avaient des marmites qui fumaient trop longtemps, des jardins trop fertiles, des regards qui s'attardaient trop sur les étrangers de passage. L'histoire dit qu'une femme sur 100 connaissait le secret du gu. L'histoire dit aussi que la seule façon de savoir laquelle, c'est déjà trop tard. Comment se protéger du gu? Les anciens recommandaient d'observer avec soin tout repas ou toute boisson offert par un inconnu. Un gu actif dans un liquide peut trahir sa présence. Une légère odeur de moisissure sous les épices, un arrière-goût amer qui persiste trop longtemps, ou une couleur qui change si l'on approche une aiguille d'argent du bol. On conseillait de ne jamais manger seul dans un lieu inconnu. Pas par politesse, par précaution. Et si l'on suspectait avoir ingéré un gu, il fallait agir vite, vomir, mâcher du poivre noir, boire du vinaigre fort, faire appel à un maître taoïste capable de lire les signes du corps et d'écrire les talismans qui forçaient le parasite à fuir. Mais pour Wei, c'était déjà trop tard. Chen le retrouva au bout du 10e jour, allongé sur le sol de sa chambre, les yeux ouverts et vides. Il respirait encore, à peine. Dans sa main droite crispée, une pièce de monnaie. La seule qui lui restait. La marmite de Mei avait disparu du marché. Mei aussi. On ne les retrouva jamais. Ce qui effraie dans le gu, ce n'est pas le poison lui-même, c'est le mécanisme. L'idée qu'une décision que l'on croit libre, accepter une soupe, répondre à un sourire, revenir chaque matin là où une voix nous attend, n'est peut-être pas libre du tout. Que quelque chose s'est installé en nous sans que l'on sache, et que depuis, c'est autre chose qui décide. C'est une peur très ancienne, et elle est très contemporaine. Je suis Damien Black, vous avez écouté Veillée étrangère. La semaine prochaine, une silhouette sans visage qui erre dans la neige du Grand Nord. Elle ne court pas, elle attend, simplement. Et plus on la regarde, plus on a du mal à regarder ailleurs. Wei ne parla plus jamais, pas de peur, parce qu'il n'avait plus rien à lui. Veillée étrangère.